Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Ces garçons-là. Cette semaine, c'est Antoine que je vous propose de rencontrer. Il a grandi dans un département, vous allez l'entendre, plutôt rural. Et très tôt, Antoine a subi de longues années un harcèlement violent de la part de ses camarades de classe. Ce qui l'a conduit d'ailleurs à tenter le pire et à fuir cette situation en s'engageant très tôt, à l'âge de 16 ans, dans la Marine nationale. Une expérience de vie donc nouvelle sur les mers du monde entier qu'il nous raconte aujourd'hui. Alors, on embarque avec Antoine cette semaine. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas. Antoine, tu connais le principe, on va remonter le temps ensemble. Et la première question, elle est presque rituelle. Quel est le plus ancien souvenir que tu aies de toi, enfant? Le plus ancien, le plus lointain dans le temps? Je pense le plus ancien souvenir que j'ai, ça va être quand mon père était encore paysagiste à l'époque. Ma mère allait travailler avec lui de temps en temps et c'était quand on était tous les trois du coup dans le camion. D'accord. Voilà. Pour aller où, tu te souviens? Soit pour aller sur des chantiers, soit pour aller vadrouiller à droite à gauche. Ouais. Mes parents avaient du coup un camion aménagé, donc on partait souvent visiter la France, quoi. Tu veux dire une sorte de camping-car? Ouais, c'est ça. D'accord. Et vous partiez en vacances comme ça? T'avais des frères, des sœurs? Non, moi je suis fils unique. D'accord. Mais je me considère pas comme fils unique parce que Ah. avant que je naisse, ma mère était assistante maternelle, donc j'ai toujours été élevé avec des enfants. Ouais, donc t'as grandi avec tout plein d'enfants avec toi. C'est ça. C'était quel type d'enfance que t'as vécu? Tu l'as dit, un papa paysagiste, une maman assistante maternelle, une enfance comment tu pourrais la qualifier, cette enfance? Je pense une enfance plutôt calme, mais à la fois mouvementée. C'est-à-dire calme et mouvementé, ça va pas ensemble ça? Non, justement calme parce que au tout début, je ne vivais pas tout le temps avec les enfants, donc on arrivait à se retrouver comme tous les trois avec mes parents. C'est vrai quand ma mère est passée du coup assistante familiale, c'est là où ça commençait à devenir un peu plus mouvementé. C'est-à-dire qu'il y avait plus d'enfants, plus de bruit à la maison? C'est ça, sachant que le premier enfant qu'elle a eu, du coup il avait 2 semaines, Oui. elle a eu à la naissance. Ah oui. Puis du coup après c'est pareil, de 1 elle est passée à 2, de 3, après, etc. Non mais ça devenait un métier. Ah oui, du coup De toute c'est façon. son métier. Ouais. Et donc du coup c'est vrai que c'est plus ce côté mouvementé là qui est arrivé du coup à partir de 2007, quoi, quand elle a commencé vraiment à avoir le petit enfant qu'elle a eu dès la naissance. Et ouais, je pense que c'est à partir de là où j'ai, je sais pas, j'ai un peu perdu mes parents. Ah ouais? C'est compliqué à expliquer. T'as perdu tes parents? Non, Pourtant ils étaient toujours là? non, mais c'est différent. C'est le ressenti. De plus être tout seul? Je De sais pas, plus mais être après, le seul enfant? j'ai jamais été tout seul parce que du coup, elle a accueilli elle t'est nourrice, donc il y a toujours eu De des devoir enfants. partager ta maman? Je sais pas. C'est un sentiment que je pense que je ne peux pas décrire. C'est bizarre. Ouais, Et tu le disais, ton papa était paysagiste. c'est ça. Quel rapport tu as avec la nature? Alors, on vient du Loir-et-Cher, mais franchement, la nature, Pas particulièrement? non du tout. Tu n'y es pas sensible particulièrement, non? Pas plus que ça. Quelle éducation te donnent tes parents, justement? Tu me parlais de vacances en van, hein, c'était à peu près ça, un petit Ouais, c'est camion ça, aménagé. Ouais. camion aménagé. Quelle éducation ils te donnent, tes parents? Quelles valeurs ils te transmettent? Je pense qu'ils m'ont transmis des bonnes valeurs. C'est-à-dire, à l'école, je vais toujours avoir les bonnes notes. J'ai toujours eu une bonne éducation. Oui. Voilà, j'avais toujours des règles. Enfin, franchement, Plutôt premier de la classe ou à la fin? ah non, plutôt premier de la classe. C'est vrai? C'est ça. Ok. Moi, je dirais pas dans les premiers, mais toujours aux alentours de 15-16 de moyenne. Ouais. Et à l'époque, le petit Antoine, il a des rêves? Bien sûr. Ah ouais? Bien sûr, il a toujours rêvé d'être sur scène, alors que de base, c'était Ah un ouais? enfant très timide. C'est bizarre ça. Très timide et... Pourquoi la scène alors que t'étais timide? Je sais pas. Je pense que j'ai 2 personnes en moi. J'ai C'est étrange. ouais, le petit garçon timide, et puis d'un côté, le petit garçon qui est différent quand il est sur scène. Différent comment? Je sais pas, ils se sent peut-être plus à l'aise. Ouais. Moins enfermé sur lui-même. Mhm. Ouais, c'est vraiment deux personnes différentes. Et
Des rêves de scène, de spectacle alors, mais pour faire quoi? Bah, à l'époque, je ne savais pas. C'est vrai que c'était un côté qui m'a toujours attiré. Mais, mais de là à savoir ce que je voulais exactement en faire, C'était le chant, la danse, le théâtre? bonne question. Non, après, bah, je suis passé par. Mon père était pompier aussi, donc je suis passé Ouais. par tous les rêves de petit garçon. Ah oui, quand même. Donc voilà, je voulais devenir pompier. Puis après, en grandissant, bah, on mûrit, on réfléchit à d'autres choses. Euh, donc après c'est pareil, il y a eu la phase où on arrive au collège. Ouais. On devient ado, ça devient de plus en plus compliqué. On commence à mûrir, on n'est plus dans une vie de bisounours, entre guillemets. Puis après arrive la phase fatidique où le mot qui arrive du coup de harcèlement. Ça a commencé tôt et du coup c'est Alors, ça aussi qui fait mûrir. dans ces premières années, le petit Antoine, il a beaucoup de camarades, il est sociable ou il est plutôt, allez, renfermé sur lui-même? Je pense que j'ai toujours eu cette phase renfermée sur lui-même, mais plutôt sociable quand même en primaire. Ouais. Je m'entendais et je m'entends toujours bien avec tout le monde. Oui, t'es pas un gamin difficile, quoi. Non, du tout. Et ouais, c'est cette bulle de vraiment solitaire, le fait de se renfermer sur soi-même, est vraiment arrivé aux premières années de collège, Mhm. où ça a été compliqué, mais ouais. Tu changes d'établissement, j'imagine, entre la primaire et le collège. Évidemment, t'arrives dans un collège, donc là, pour le coup, tu changes de ville, non? Tu changes de... J'ai changé de ville, oui. C'est-à-dire que moi, du coup, j'étais dans une école primaire privée, D'accord. parce que l'école Pourquoi tes publique. parents avaient fait ce choix-là de l'école privée? Et bah parce que moi, j'ai parlé très tôt, quand Ouais. j'étais petit enfant. D'accord. Et l'école. Tu t'en souviens, justement, de ces premiers mots? Non, on te l'a raconté après? Oui, on m'a raconté. Et du coup, le choix de l'école privée s'est fait parce que l'école publique ne voulait pas de moi aussi jeune. J'étais à D'accord. l'école à 2 ans. Ouais, Et ils ne voulaient pas de moi aussi jeune. Et donc, du coup, bah, l'école privée m'a accepté direct. d'accord. Ce qui fait que, bah, du coup, après, j'ai. T'es resté dans l'établissement privé? Ouais, jusqu'au bout. D'accord. Et du coup, bah, après, la question s'est pas posée. Collège public ou privé, j'étais déjà dans le privé. Et donc, du coup, bah, je suis passé dans un collège privé. D'accord. T'es resté dans ce système d'éducation privée, d'accord. C'est ça. Et c'est là où tout a commencé à déraper. Alors, avant d'y revenir, mais j'aimerais comprendre qui tu étais à l'époque, tu vois. Alors, on a parlé de tes rêves, évidemment, de tes camarades. Donc, t'en as, évidemment. T'as des camarades. T'as des activités à l'époque? Du coup, j'avais la musique. Ouais. Parce que du coup, Tu jouais d'un instrument? Tu joues encore d'un instrument? bah, ma mère était musicienne, elle jouait de l'accordéon. D'accord. Il en rejoue maintenant. Très présent dans le Loir-et-Cher. Hein. C'est ça. Ouais. Et c'est pas un cliché. Hein. Donc du coup, j'ai commencé l'accordéon, donc j'avais 8 ans à peu près. Et après, ça, je m'en souviens pas trop, mais c'est après, du coup, en discutant avec ma mère, c'est vrai que l'accordéon devenait lourd pour moi, je pense. Ouais. Et donc, du coup, je me suis tourné vers le saxophone, je devais avoir 11 ans par là. Jusqu'aujourd'hui, j'en fais toujours. Tu passes de l'accordéon au saxo, qui sont pas des instruments ultra classiques. Tu m'aurais dit la guitare, le piano, etc. Voilà. Mais pourquoi le saxophone? Bah, je me pose encore la question. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi Je n'ai toujours pas la réponse. C'est vrai, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi le saxophone à l'époque. Je pense que si je me souviens bien, on avait été voir une fanfare, comme on l'appelait avant, maintenant c'est plutôt des orchestres. Une fanfare dans une commune avoisinante, et c'est vrai qu'il y avait pas mal de saxophones présents, et je savais que je voulais arrêter l'accordéon. Et ma mère, du coup, m'a toujours poussé un peu à faire de la musique. Et du coup, bah, je me suis dit pourquoi pas le saxophone, et je pense que c'est parti comme ça. Ah, tu dis, tes parents t'ont toujours poussé un peu à faire de la musique. Tu l'as fait pour toi ou pour eux, alors, le sax? Non, parce que je pense que j'ai eu un peu cet instinct musical en moi. Ouais. Et du coup, voilà, elle m'a dit ce serait dommage d'arrêter. Du coup, après, tout ce qui est solfège, ça reste commun à tout instrument. Ils suivent un peu tes parents, tes rêves, ils étaient au courant de tes rêves de scène Du tout. Pas du tout. Du tout, Tu leur as jamais verbalisé? Non, jusqu'à il y a quelques mois. Ah ouais? Et même actuellement, t'as quel rapport avec tes parents? Bah, avec ma mère, on a toujours eu un bon rapport. Avec mon père, ça va mieux. Mieux, parce que ça a été moins bien? Ça a été compliqué. Bah, après, surtout le fait d'arriver dans une phase de l'adolescence. Ouais. Puis après, on dit toujours que le garçon est plus proche de sa mère que son père. C'est vrai. Et, ça se voit. Et après, ça a été compliqué, bah, le fait que par rapport aux enfants qu'ils accueillaient. Ouais. T'en avais un peu marre?
Ouais, je pense que ça a été l'une des raisons aussi pourquoi j'ai choisi l'armée. On va y revenir ça, justement. Tu disais tout à l'heure, la vraie difficulté elle est arrivée au moment du collège. Donc tu restes dans le privé, mais évidemment tu arrives dans un collège à ce moment-là. T'as quel âge là, à ce moment-là? Quand j'arrive au collège, 11 ans. 11 ans, d'accord. Bon, tu rentres en sixième, plutôt un bon élève, mais sans plus. Bon élève, oui, mais pas un élève génialissime, quoi. Ouais, c'est ça, Bon élève. plutôt bon élève. Euh, En début d'année, Ouais, ok. En début d'année. c'est ça. Ce qui veut dire qu'en fin d'année, pas vraiment. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va faire que ça va vriller? Je pense que c'est au moment où je commence à me renfermer sur moi-même. Et c'est... Tu sais pourquoi tu as commencé à te renfermer sur toi-même? Moi, je pense que c'est la différence, enfin, ce qu'on appelle du coup maintenant le harcèlement, ce qui était compliqué à... Alors, différence égale harcèlement ou la différence induit le harcèlement de la part de certains élèves? Qu'est-ce que tu veux dire en fait par là? C'est compliqué parce que j'avoue que Je pense que c'est à cause de tes différences que tu as été harcelé. je pense que c'est plutôt le fait où j'arrivais du coup, je sortais de CM2, du coup j'arrivais d'un nouvel établissement Oui. qui... Mais tout le monde, tous les autres ouais, élèves bien aussi. sûr, moi j'étais très timide. Ouais. Et je pense que le collège m'a intimidé, Ouais. ce qui fait que j'arrivais dans une classe où je ne connaissais plus personne. C'est-à-dire que tu arrivais non pas dans une classe comme avant, mais dans des classes, puisque pour le coup, Oui, ça, on changeait de tu professeur. changes de enfin, prof, etc. Ça, t'as plus le même prof tout au long de l'année, tu Ouais. changes tous les heures, tu changes de prof. Ouais. Nouvelle façon de travailler. Mm. Euh, Ça a été dur, ça, cette nouvelle façon de travailler, d'appréhender une nouvelle méthodologie de travail, des nouvelles exigences. ouais, je pense que j'appréhendais le collège. Ouais. Parce que j'ai toujours été timide et c'est vrai que plus les années grandissant en maternelle, j'arrivais à vaincre un peu cette timidité parce que je Mm. prenais peut-être plus en plus de confiance en moi Mm. et je connaissais les profs. On avait une maîtresse. Attitré, Oui, c'est ça, qui faisait toutes les matières. c'est ça. Là, c'est plus la même chose, Et puis les camarades, on les suivait. Enfin, d'année en année. c'est ça. Mais là, tout est nouveau. Et là, c'est ça, tout est nouveau. Des nouveaux profs, un nouvel établissement, une nouvelle classe, C'est des ça. nouvelles personnes dans la cour, un établissement plus grand. Ça commence à vriller à quel moment dans l'année? Je pense que la rentrée s'est bien passée. Ouais. Donc en septembre, tout va bien. C'est ça. Après, je pense qu'il arrivait à ce que je rencontre quelques lacunes en cours, notamment avec les langues étrangères ou le français. Pas très bon en français et en anglais alors. C'est ça. D'accord. Avant. Avant. C'est mieux maintenant, ok. C'est ça. Et donc, du coup, là, j'ai commencé un peu plus à me mettre en retrait, du coup, Ouais. de façon à essayer de gérer ces lacunes. Et après, le fait d'être en retrait, bah, du coup, les regards se tournent vite sur toi. D'accord. Et Les donc- autres enfants, tu veux dire? Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, du coup, bah, après, tu deviens, entre guillemets, la cible facile de la classe, quoi. Attends, juste pour le motif d'être un peu en retrait ou d'être un peu moins bon en français et en langues étrangères, c'est ça? Non, après, j'avais tous les clichés du jeune homme qui rentre en sixième. J'étais plus gros. Ah oui. J'avais beaucoup d'acné, On a, appareil on a- dentaire. on a du mal à t'imaginer différent maintenant. Donc Donc ouais, c'était ça- physique alors. Ouais, je pense qu'il y avait une part de physique. Ouais. Une Mais part de pourquoi physique, toi? Parce que ça aurait pu être un autre. Après, c'est pareil, on en revient à la cible facile. Le gars qui dit jamais rien, qui est assis au fond de sa classe, qui parle jamais, qui est très timide, Mm. qui s'ouvre très peu aux autres, du coup, finalement. Donc c'est vrai que ça en fait de tout ça la cible facile. T'as cherché des explications, que ce soit à l'époque ou jusqu'à maintenant, justement, pour expliquer le harcèlement. La seule que tu trouves, c'est Pour moi, la, ça la reste... cible facile. Ouais, c'est ça, la cible facile, la différence. Mm. La différence, c'est vrai que ça fait tout, beaucoup dans le jugement. Mm. À l'heure actuelle, la société française est beaucoup dans le jugement. Ouais. J'ai pu avoir quelques expériences de cours à l'étranger, Ouais. en partant des séjours linguistiques. Mhm. Et c'est vrai que quand tu es dans une classe à l'étranger, c'est pas du tout la même mentalité qu'en France. Tu veux dire que la mentalité des élèves ailleurs est complètement différente? Largement. Tu crois que le harcèlement existe moins dans d'autres pays? J'ai pas de recul sur ce qui se passe sur les autres pays. Ils en parlent peut-être beaucoup plus. Peut-être pas du tout. Ou peut-être pas du tout parce que ça n'existe pas. Je n'ai pas du tout de recul sur les autres pays, mais de ce que j'ai pu avoir comme expérience en
cours linguistique. Il n'y en a pas eu et tout se passe hyper bien. Très rapidement, la situation vrille. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se matérialise, ce harcèlement sur toi? Décrochage scolaire. Ouais, Décrochage scolaire dans le sens où j'arrive plus à faire face à mes lacunes. ouais. Mes parents savent vaguement, parce que ils vont savoir à peu près le gros du pourquoi ça se passait mal. Tu veux dire, à l'époque, ils savent vaguement ou ça. maintenant, ils savent vaguement? Ah, maintenant, ils savent pas tous par quoi je suis passé. Qu'est-ce que tu subis, Antoine? C'est tout ce qui va être moquerie. Tout ce qui va être, C'est quoi les moqueries? les moqueries, je sais pas, t'es gros, t'es moche, des choses comme ça. Ouais. Du coup, je pense que j'étais plutôt aussi peut-être hypersensible, ce qui n'arrangeait pas le tout. Ouais. Tu Euh, penses l'être encore hypersensible? Ouais, je suis peut-être sensible sur certains points. Maintenant, j'ai une. Qu'est-ce que tu ressentais des choses plus fortes, plus fortement que les autres? Ouais, je pense que c'est aussi la timidité qui est revenue, à Mm. laquelle je pensais avoir fait face et qui, du coup, le fait de se renfermer dans ta bulle, Ouais. ça revient. Donc c'est des moqueries? C'est physique parfois aussi? Ça peut être des violences physiques? Non, j'ai jamais eu de violence physique. D'accord. C'était surtout verbal, Mais ça fait mal. c'est ça. Surtout verbal, j'ai eu de la chance que ça arrive juste avant les réseaux sociaux. Ouais, j'allais te poser la question, tu vois. Ouais, non, Il n'y avait pas à l'époque les réseaux sociaux. non, t'es juste. À l'avant de Facebook. C'est ça, entre le passage entre MSN et Facebook. Ouais, ça va alors. Les bonnes années. J'imagine que tu en souffres énormément. J'en ai souffert, j'en souffre toujours, c'est compliqué d'en sortir. Mais à l'époque, t'es fragile, t'as 11 ans. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est compliqué. T'as pensé au pire? Honnêtement, Antoine. Bien sûr, Entre toi et moi. bien sûr, En me regardant droit dans les yeux. mais bien sûr. T'as pensé au pire? Oui. Tu serais passé à l'acte? Je pense que j'ai fait une thèse, donc tentative de suicide. Personne ne l'a su parce que j'ai réussi À quel âge? Quand je devais être en 5e, 4e par là. Je veux dire, comment tu te remets de ça? Parce que c'est quand même très grave. Bah, je dis tentative de suicide parce que là, j'ai fait les gestes, mais j'ai jamais été jusqu'au bout. Ouais. C'est comme ça aussi qu'ils l'ont pas su, du coup. Mais c'est vrai que je me posais beaucoup de fois la question. T'aurais été prêt à te jeter dans le vide? C'était insupportable ce que tu vivais. Oui, c'était insupportable. Après, je me suis toujours attaché au sentiment de ma mère, parce que j'étais beaucoup proche de ma mère. Ouais. Et je me suis dit, même si du coup, il y avait plein d'enfants à la maison, je me suis dit comment elle va s'en remettre. C'est vrai que... Tu l'aurais déçu si t'avais fait ça. Peut-être pas déçu, mais détruite. La perte d'un enfant, c'est horrible. C'est ça. Et je pense que je me mettais plus à la sa place. place. Ouais, c'est ça, à sa place. Et... C'est donc ton empathie qui t'a sauvé, Ouais, on peut dire ça. un peu. C'est ça. Ça dure combien de temps, cette période ultra-violente de harcèlement? Je pense qu'elle ne s'est jamais arrêtée. Elle a diminué quand je suis rentré dans l'armée, parce que c'est l'armée, on a un cadre. Ouais. Euh, Tu rentres à quel âge? Parce que déjà, pourquoi tu fais ce choix de l'armée? Parce que là, on passe de 11 ans à l'armée, il se passe d'autres choses avant. Il se passe d'autres choses, donc le harcèlement, je change d'établissement du coup. Donc mes notes dégringolent. Ouais. Mes Tes parents savent que c'est le harcèlement qui fait dégringoler tes notes? Une bonne partie. Je savais très bien que j'avais des lacunes. Ouais, Donc je prends un cours un prof particulier ouais, à domicile d'accord. pour essayer de relever un peu ces lacunes, notamment en anglais. Mhm. Euh, Mais il n'y a pas que l'anglais qui pêche, si? Non, bah après c'était générique. Hein. Ouais. Donc du coup ça m'aide quand même, et je finis quand même l'année de 6e avec 9 de moyenne. Bon, c'est un peu juste, hein. C'est un peu juste, et sachant que... Mais ça tient, quoi. C'est un ça. peu juste, mais ça tient. Et sachant qu'en plus, mes parents, du coup, avaient vu comme quoi ça ne pouvait pas finir l'année, donc ils ont essayé de me faire changer d'établissement et de me passer en privé. Mhm. De passer en privé en public, c'est très public, compliqué. ouais. Donc tu Ça- choisis un autre établissement privé? Non, bah du coup, la seule solution que le directeur donne à mes parents, c'est de finir l'année. Mhm. J'ai pas le choix de finir l'année, même s'ils savent que je vais redoubler. C'est horrible parce que c'est toi qui es la victime C'est ça. et le directeur est au courant. Oui. Et la seule solution qu'on t'expose, c'est de dire attendez la fin de l'année pour changer d'établissement. C'est ça. Est-ce que tu t'en veux à ces adultes-là à l'époque de pas avoir réagi mieux que ça, de pas avoir donné plus de meilleures solutions en tout cas?
Non, j'en veux en personne. La seule personne à qui j'en veux, c'est moi-même. Bah, tu peux pas t'en vouloir à toi, c'est toi la victime. Je sais, mais c'est compliqué comme sentiment quand on te met plus bactère. Oui, mais Euh, tu méritais pas ça. Parce que pourquoi t'en veux à toi? Pourquoi tu t'en veux à toi-même? je sais pas, peut-être le fait de ne pas en avoir assez parlé. Tu penses qu'en Euh, en parlant plus, ça aurait changé les choses? Changer peut-être pas, mais ça serait peut-être plus facile à pas l'accepter parce que tu peux pas accepter du harcèlement, mais plus facile à gérer. Ouais. Donc ouais, ça a été compliqué les rapports Et aussi avec la direction. c'était un harcèlement extrêmement insidieux parce que tu l'as dit, pas physique, uniquement verbal. C'est ça. Donc, mais ça fait très mal aussi. Bah, bien sûr. Mais il n'y a pas de coup, il n'y a rien de visible. Il n'y a pas de C'est ça. bagarre, Bah, c'est ça. il Et n'y a pas moi, de violence. moi, je suis toujours une personne tout petit qui toujours s'oriente. Et c'est vrai que au Je final, confirme, c'est vrai. et du coup, c'est vrai qu'au final, bah, ça se voit pas. Ouais. Je suis très bon acteur du coup. Alors ça, on va en juger plus tard, peut-être. Et donc du coup, ça se voit pas et ça ne s'est jamais vu. Hmm. Ce qui fait que quand je parle à des gens et que je témoigne, notamment quand je vais dans différents établissements contre le harcèlement, ils ne comprennent pas. Notamment des gens qui m'ont connu et ils me disent: ah bon, t'as vécu ça? Parce qu'ils l'ont Mais jamais vu. on le voyait pas, tu nous le montrais pas, C'est tu le ça. disais pas, quoi. C'est ça. Ouais. Ça dure au moins cette année de sixième. Tu changes d'établissement à la fin de l'année, tu passes dans le public. C'est ça. Donc je passe dans le public en refaisant une deuxième, sixième. Donc Ouais, là, c'est trop juste. Je passe de 9 de moyenne à 16 de moyenne dans l'établissement d'après. Donc ça marche mieux déjà. Ça marche La mieux. deuxième fois, c'est mieux. Je commence à me faire un groupe d'amis qui va me suivre jusqu'en troisième. Ouais. Donc tu reprends confiance en toi là. C'est mieux. Le harcèlement continue ou s'arrête de fait parce que tu as changé de collège? Mais il s'arrête parce que je change de collège. Ouais, ça reprend pas ailleurs. Et ça reprend dans l'établissement où je suis. Je dirais pas, je veux dire milieu d'année de sixième, Ouais, notamment avec des troisièmes parce que j'avais une voix très aiguë, j'ai mué très tard. oui. Je peux pas dire si c'est à cause ou grâce à l'armée. Euh, Il n'y a pas d'âge et pas de règle. ouais, c'est ça, mais après, je pense que mon entourage n'aidait pas non plus, sachant que ma mère, du coup, a gardé pas mal de filles pour son métier. Oui, alors. J'avais un groupe de pas mal de filles autour de moi, quelques garçons, mais très peu, ou du moins qui Ouais. avaient une voix pas très virile non plus, entre guillemets. Ouais, t'as plus de copines que de copains. Oui, c'est ça, donc ce qui fait que ce qui me faisait pas muer, c'est-à-dire que j'avais pas tendance à avoir une voix grave. Ouais, ça change pas grand-chose, ça. Donc voilà. Parfois, on a pu t'assimiler à une orientation sexuelle donnée, du fait que tu avais plutôt plein de copines et moins de copains. Non, pas tellement. Ça n'a pas mais, été le sujet. Non, Pas particulièrement. non, après ça on est revenu tout de suite au physique. Ouais. C'est vrai que le physique est assez vite revenu. Parce que pas très grand, parce qu'un peu bouboule, c'est ça? Ouais, c'est ça exactement, plein d'acné partout. Alors, sur Ouais. l'acné, je pense que c'était le pire. L'appareil dentaire. L'appareil dentaire. Ouais, voilà, le chemin de fer, tout ça. Exactement. Ah, on les connaît, hein. C'est ça, puis Très intelligent. Après, j'ai toujours été renfermé dans ma bulle, même si j'ai changé d'établissement. Ouais. Toujours les séquelles, entre guillemets, de ce qui s'était passé avant. Mm. Toujours la personne renfermée dans sa bulle, qui dit rien, on va m'insulter, je vais pas réagir. Ouais. Du coup, je peux pas dire si c'est la meilleure des solutions ou pas. Est-ce qu'il y a une meilleure solution? Est-ce que la meilleure solution, ça serait pas finalement, avec le recul que tu as maintenant, d'en parler vraiment? Mais exactement, C'est peut-être la seule solution. c'est ça. D'en parler, de pas tenter de faire justice soi-même, mais d'en parler. C'est ça. Tu regrettes maintenant de ne pas en avoir parlé plus? Non. Non, dans le sens où c'est malheureux à dire, mais finalement, le harcèlement, ça te fait mûrir beaucoup plus vite que la normale, entre guillemets. Et ça, on va y revenir sur ce que ça a donné et provoqué chez toi. Mais donc le harcèlement continue encore quelques années? C'est ça, donc il continue. Enfin, il s'est jamais arrêté jusqu'à il y a quelques mois, Ah ouais? Oui. Même malgré l'armée? même malgré l'armée. Pourquoi ce choix de l'armée? Tu le fais quand d'ailleurs, l'armée? L'armée, du coup, j'ai commencé à monter mon dossier pour entrer dans l'armée, donc tout début de troisième, donc j'avais D'accord. 15 ans. T'as 15 ans. Et à 15 ans, on peut commencer à se dire, je rentre dans l'armée pour rentrer à quoi? À 16 ans? Ouais, c'est ça, 16 ans. À 16 ans, on peut intégrer l'armée. Pour la marine nationale, oui. Donc tu rentres dans la marine nationale. Pourquoi le choix de la marine? Parce que j'ai vu un documentaire à la télé, Ouais. sur France Télévisions, il me semble, où ça parlait du Charles de Gaulle, etc. Ouais. Et du coup, il me fallait un échappatoire, notamment pour cette phase de harcèlement. Le fait que ça se passait pas très bien avec mon père à la maison, Ouais. ça devenait difficile. Ça devenait difficile, pourquoi? Beaucoup de tensions.
beaucoup de tensions, le fait que ça se passait pas très, très bien avec des enfants qu'ils accueillaient, dans le sens où l'un des enfants qu'ils accueillaient faisait pas mal de bêtises et c'est toujours moi qui prenais. Ok. Donc on va dire que je ne trouvais plus ma place. Ma mère le voyait mais ne disait rien. Et du coup, je voyais qu'elle en souffrait. Mm. Et donc du coup, j'ai préféré partir. Comment ils prennent cette décision à 15, donc 16 ans pour le départ effectif, de partir, de quitter la maison, d'arrêter les études et de partir à l'armée? Bah, pour une maman, c'est toujours compliqué de voir son fils partir, je pense. Surtout à l'armée. C'est ça. Mon père, très bien, parce que lui, il a fait l'armée. Ouais. Donc pour lui, c'était très logique. Ok. Donc, Mais c'est pas par mimétisme de ton papa que tu as choisi l'armée, pas du tout. Si, il y avait un petit peu quelque chose? Non, du tout. Pas du tout. Non, uniquement l'envie de l'échappatoire. Ouais, et puis... l'échappatoire scolaire, parce que j'avais peur de ce que ça aurait pu donner au lycée. Puis l'échappatoire familial, on a joué pas mal aussi. Tu pars à 16 ans, c'est le cas de le dire, t'embarques. Exactement. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là quand t'as 16 ans? Et en qualité de quoi? J'allais dire moussaillon, j'y connais rien. Ouais, c'est ça, c'est le premier grade du coup Mousse. dans l'armée, c'est mousse. Mousse, d'accord. Donc t'embarques en tant que mousse sur quel type de bateau? Du coup, en tant que mousse, tu navigues pas tout de suite, tu fais D'accord. 1 an de formation. Ok. Où du coup, c'est un mélange de cours académiques et militaires. Donc en Bretagne? En Bretagne, à Brest. D'accord. Donc on va t'apprendre à tirer, en même temps tu vas avoir des cours de français. En gros, c'est l'équivalent, le niveau scolaire là-bas, c'est équivalent à une seconde professionnelle. Ok. Mais du coup, en plus, tu vas avoir des cours militaires, donc tout ce qui va être apprendre à tirer. Donc on te met une arme dans les mains très tôt en fait. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc on t'apprend à tirer avec, on t'apprend des techniques de défense. Ouais. Tu fais du sport. Beaucoup. T'en fais pas mal. Et du coup, tout ça va. En gros, c'est une année scolaire, donc tu rentres en septembre et tu en sors en juin. Donc tu es à l'école des Mousses, à Brest. C'est ça. Ça se passe mieux là-bas? Il y a plus de respect? Le harcèlement est parti? Oui, c'est ça. En gros, c'est vrai que l'armée apporte ce cadre, ce qui fait que ça limite quand même pas mal de choses. Ouais. Et, Puis ton physique va changer aussi. Et bah, pas tellement. Ah ouais? Pas tellement parce que du coup, on rentre dans l'armée, donc c'est les cheveux courts. Donc je pense que ça accentue aussi Côté un peu rond, un peu. Oui, un peu plus rond. J'ai toujours de l'acné. Plus d'appareil dentaire. D'accord, très bien. Tant mieux. Ouf. Mais tu fais beaucoup de sport, du coup, ton physique va quand même changer un peu. Ouais, le physique change. Du coup, on s'amincit quand même. Oui, mais j'aime beaucoup. Après, du coup, on grandit aussi. Ouais. On grandit en maturité. Ouais. On sait répondre après, quand on nous envoie quelque chose dans la figure. On sait répondre. Et pas tout de suite. Je suis encore cette personne, je pense peut-être introvertie du coup. Maintenant, on peut peut-être le qualifier d'introverti. Du coup, toujours enfermé dans sa bulle, qu'on force à s'ouvrir, parce que c'est l'armée, on force à s'affirmer. Ma voix change, parce que du coup, je me fais insulter par mes gradés parce que j'ai une petite voix et qu'on m'entend pas, il faut m'affirmer, donc ma voix change. Ouais. Tu commences à parler plus fort. Parler plus fort, mais à muer surtout. Ouais. Donc du coup, l'année à l'école des Mousses se passe bien. Ouais, ça se passe bien. J'ai des bons résultats. Les professeurs et gradés sont contents. Et au bout d'un an, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un an, il se passe que je ne vois que l'armée, c'est pas pour moi. Je vois très bien que l'armée, c'est pas pour moi, mais que les gradés me disent que je suis un bon élément, entre guillemets, qui me voient y progresser très, très, très loin dans l'institution. Donc je suis la vague et j'en passe pour ce qu'on appelle une FEM, donc formation élémentaire métier, où tu vas vraiment te qualifier dans un métier. Donc moi j'ai choisi la détection anti-sous-marine, ce qu'on appelle du coup MOOPS, donc matelot opération système de combat. D'accord. Où du coup après tu peux choisir donc tout ce qui va être les systèmes d'armes sur les radars ou sur les sonars. Alors, pour faire très simple, si les gens ont vu Le Chant du Loup avec François Civil, c'est un petit peu ça. Voilà. C'est un petit peu ça. Voilà. C'est pour faire très très simple, on va se référer à un film, Le Chant du Loup, ce qu'on appelle les fameuses oreilles d'or qui sont dans les sous-marins. Alors c'est pas tout à fait ça puisque t'es pas dans un sous-marin, mais c'est le même type de métier en tout cas. Voilà. C'est ça. Pour ma fin de carrière, ça se rapprochera du coup de ce métier-là. Donc du coup, je choisis la détection anti-sous-marine. J'arrive sur mon premier bateau. Escorté par la gendarmerie, c'est-à-dire que moi j'avais, en gros, si tu veux, tu fais un cours et tu choisis ton bateau par rapport à ton classement. D'accord.
Donc moi j'étais plutôt haut dans le classement, donc j'ai pu choisir Le bateau que tu voulais. le bateau que je voulais. Et Ce qui est bien. le bateau que je voulais était déjà en mission. Tu choisis quel bateau? Le Pégase, D'accord. un chasseur de mines. Je pars, sachant que j'avais trop d'affaires parce que j'étais limité en poids. Parce que comme j'étais escorté par une frégate de la gendarmerie, donc on m'a dit que je pouvais pas prendre beaucoup d'affaires. Donc je laisse une grosse valide à un collègue qui la donnera à mes parents plus tard dans l'année. Donc du coup, je prends le strict minimum, je prends le train, j'arrive du coup au Havre. Donc j'étais basé à Toulon. Mhm. Ah oui, L'école de formation élémentaire, c'était Toulon, donc je fais Toulon-Le Havre en une journée. d'accord. Les gendarmes passent me chercher du coup à la gare. Je dors une nuit dans le centre de la gendarmerie et le lendemain matin à 8h, on monte dans la frégate, enfin la vedette de la gendarmerie. Et du coup, on quitte le large, direction le large de l'Angleterre, D'accord. pour rejoindre mon bateau qui est déjà en mission. C'est fou ça. Ouais, c'était très vite. Ça fait quoi quand on arrive sur un bateau militaire qu'on a choisi comme ça, dans lequel on va continuer sa formation, apprendre, travailler, etc. J'imagine qu'il y a une excitation particulière de voir le bateau au loin, on est en pleine mer, puis t'avais peut-être pas beaucoup navigué en plus. Ouais, c'est ça, j'ai fait quelques jours de navigation, mais en voilier, Ouais. sur des navires de guerre, entre guillemets. Donc c'est vrai que c'est impressionnant parce que le bateau, bah, quand tu arrives, du coup, grossit de plus en plus. Ouais. Tu arrives dessus, bah, après, c'est l'avantage des chasseurs de mines, c'est qu'on n'est pas beaucoup à bord, on est 50. Ouais. Bon, c'est déjà une petite équipe quand même. Hein. Oui, C'est ça. pas mal. Après, nous, Après, c'est pas un bateau immense. C'est non ça. plus. Il fait à peu près 50 mètres de long. Ouais, c'est pas non plus, c'est pas le Charles de Gaulle quoi. C'est ça. Donc du coup, bah, tout le monde d'abord savait qu'un nouvel équipage allait arriver à bord, donc j'étais un peu attendu, entre guillemets. Et donc du coup, bah, j'arrive sur le bateau, c'est vrai que ça paraît grand, il y a plein d'étages, plein de ponts supérieurs, inférieurs, etc. Et donc du coup, je dois arriver sur les coups de 10-11 heures par là, et à 15 heures, on fait contre-miner du coup la première mine. D'accord. C'est-à-dire contre-miner, c'est quoi? Pétardé. D'accord. Tu Alors, fais exploser une mine C'est quoi. ça. D'accord. Donc c'est vrai que... C'est un exercice, hein. Non, c'était une vraie. C'est une vraie mine. C'est une vraie. D'accord. Et donc du coup, c'est vrai que ça vend du rêve quand on arrive directement dans le cœur de l'action. Ouais, tu m'étonnes. Et puis du coup, bah, on est parti pour 7 ans de carrière au sein de la Marine nationale. Tu restes 7 ans sur le Pégase, non? Tu vas changer de bateau? Donc j'ai changé de bateau, j'ai dû faire à peine 3 ans sur le chasseur de mines Pégase. Je l'ai quitté pour des problèmes de santé. Du coup, après, j'ai été quelques temps à terre, donc en centre de recrutement, D'accord. en attendant d'avoir une date pour mon concours sous-officier, ce qu'on appelle le BAT, brevet d'aptitude technique. Mhm. Donc à l'issue, j'arrive à ce fameux brevet d'aptitude technique, donc en janvier 2020. Mhm. On tombe en pleine période de Covid. Ah oui, c'est vrai, oui. Donc du coup, c'est vrai que je fais 3 mois sur place, donc ça se passe à Toulon, parce que j'ai choisi donc la voie anti-sous-marin. Donc je fais 3 mois à Toulon, 3 mois de Covid, donc je reviens à la maison. Ouais. Donc ça permet de faire une pause, un mal pour un bien. Ouais. Et donc du coup, à l'issue de ces 3 mois de confinement, donc, bah, je repars finir ce fameux concours. On a réussi à avoir quelques cours à distance, malgré certains cours confidentiels défense qu'on ne pouvait pas faire. Oui, bien sûr. Et donc du coup, donc on arrive à Toulon, j'ai réussi à passer de peu ce concours, j'ai réussi à l'avoir. Et du coup, j'avais pour espoir de retourner donc, dans la chasse anti-sous-marine, le bateau qui me convenait, parce que j'avais déjà été visiter du coup des bateaux plus grands, frégates, et ça me convenait pas justement par rapport à ce fait que j'étais toujours timide. Et le fait d'arriver sur un petit bateau, au final, m'a quand même aidé. Dans le sens où c'est une petite équipe, c'est pas trop une usine. Mm. Et sauf que là, bah, j'ai pas eu le choix de sortie de concours officier. J'arrive du coup sur gros bateau, ce qu'on Ouais. appelle gros bateau, donc les frégates. Combien à bord? Combien d'hommes? Quand on a l'équipe aéro avec nous, on est à peu près on est à peu près 150. Oui, ça commence à faire un peu plus grand. C'est ça, donc tu passes de 50 collègues à 150. Tu c'est fais pas la x3. même, c'est ça. Ouais. Comment elle est la vie à bord de ces bateaux? Alors, bateaux moyens quand même, hein. C'est pas le Charles de Gaulle non plus. Mais c'est quand même des gros bateaux. C'est comment l'ambiance à bord? L'ambiance, c'est un peu plus froid du coup que les petits bateaux, c'est moins chaleureux, moins Ouais. familial. Ouais. Bah, logique, c'est un peu plus gros. Après, je l'ai vécu différemment parce que c'est vrai que, en gros, c'est la même spécialité quand tu es sur sous-marin et sur frégate. En tant que détecteur anti-sous-marin, c'est vraiment la même spécialité, mais c'est 2 travails différents.
C'est 2 équipements différents, tu travailles pas avec les mêmes choses, tu fais pas les mêmes choses. Il y en a un, tu chasses les mines, l'autre les sous-marins. Ouais. Moi, le chasser des mines, c'est vrai que ça m'a toujours plu parce que je trouve que c'est concret. Tu détectes la mine, tu l'identifies, tu la contre une, tu la fais pétarder, du coup, si c'est vraiment une mine. Qu'un sous-marin, tu vas l'identifier, enfin le détecter, l'identifier. Et puis voilà, on n'est pas en temps de guerre, donc on va pas faire pétarder un sous-marin. Non, on lance pas une torpille sur un sous-marin. C'est Non, ça. non, s'il n'y a pas de non, effectivement. Donc je trouve pour moi, hein, pour mon ressenti, ce côté du métier moins concret. Ouais. Et c'est du coup ce qui m'a beaucoup moins intéressé, sachant qu'en plus, je rapprenais totalement un métier. Moi, j'ai commencé l'armée du coup sur un métier complètement différent du coup. Et là, je rapprenais complètement autre chose. C'est pareil, Ça t'a pas plu? Ça m'a pas plu, ça me convenait moins. L'équipe beaucoup plus grosse. Du coup, on revient un peu au fait que, un peu comme à la maternelle, où je m'étais habitué toujours à avoir les mêmes professeurs. Et là, du coup, c'est pareil. On en revient au même endroit où, du coup, on change tout le temps. Enfin, on a beaucoup plus de collègues, beaucoup plus d'interlocuteurs. Mais voilà, je prends sur moi, j'essaie de tenir. On est toujours en plein Covid, donc de base, on devait faire une grosse mission en passant par New York, le Groenland, Norvège, etc., en faisant des escales assez régulièrement. Sauf qu'on est toujours en plein Covid, donc du coup, pas d'escale, 4 mois de mer sans escale. Comment on vit ça, 4 mois de mer? Alors, on voit la Terre un peu quand même ou pas? On voit la Terre parce qu'on De loin. On a fait quelques escales techniques parce qu'on avait cassé du matériel à bord. Et on n'avait pas le droit de descendre du bateau. Oui, pas de contact, rien. Quoi. C'est ça. On voit quelques étrangers parce que c'est eux qui viennent nous ravitailler en pleine mer. Ouais, mais c'est tout. Mais c'est tout. Donc c'est vrai que... C'est dur. On a des contacts avec la Terre quand on est comme ça pendant 4 mois en pleine mer. C'est vrai que c'est quelque chose qui est fascinant et qu'on n'imagine pas vraiment. On a des contacts, on a les réseaux sociaux, on a sa famille, on a sa copine, son copain. Comment on fait? Parce que j'imagine que les communications sont hyper étudiées aussi. On peut pas appeler qui on veut. Enfin, il y a quand même des choses qui sont secret défense, non? Oui et non, c'est-à-dire que sur les frégates comme ça, du coup, il y a un téléphone à bord où tu peux appeler ta famille. Un seul. Non, tu peux appeler qui tu veux. Non mais c'est ton téléphone. Non, c'est le téléphone du bord. En gros, dans chaque poste, chaque chambre, entre guillemets. Un téléphone quand même. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est du coup ce qu'on appelle les FREM, les nouvelles frégates. Donc, niveau confort, on est très très bien. D'accord. Et donc, du coup, on a ce téléphone à bord. Mais après, c'est pareil, quand tu es en pleine mer, du coup, tu captes pas sur ton téléphone portable. Et non. T'as pas de réseau, tu peux pas appeler tes proches, mis à part ce fameux téléphone. À part si t'as le Wi-Fi. C'est ça. Voilà. Mais c'est vrai, du coup, sur ces nouvelles frégates, il y a le Wi-Fi, mais c'est assez limité. Et donc, du coup, quand tu te rapproches des côtes, donc tu vas capter, des fois, voilà, le bord te prévient, voilà, on se rapproche des côtes pendant de telle heure à telle heure, donc... Tout le monde sort son téléphone en s'essayant de capter. Après, il y a des moments, du coup, on est en zone à risque, donc on coupe toutes les communications. D'accord. Donc je crois que ça a dû durer un mois, je crois, où on a été confrontés, on était au large de la Russie. Et donc du coup, là, c'est vrai que les communications étaient surveillées. On savait qu'on était écouté aussi, donc c'était aucune communication, aucun message, rien. Avec l'extérieur, c'est ça. Donc on va dire que les premiers mois compliqués, parce que déjà j'arrive sur quelque chose que je ne connais pas, un métier que je connais pas. Ça se passe pas très bien avec l'un de mes supérieurs. Donc là c'est pareil, je reviens au petit garçon pas sûr de lui, mais pas du tout. Ah, tu te renfermes sur toi-même? C'est ça. Donc du coup c'est vrai que je continue cette mission malgré ce mal que je vis au final. Après, du coup, on arrive au milieu de mission, donc ça commence à aller mieux, puis après, ça devient, on va pas dire moins militaire, mais c'est un peu moins strict parce que tout le personnel à bord commence à en avoir marre, ça devient long. Ouais. On arrive du coup il y a un peu de relâchement. Oui, c'est ça, on arrive à peu près à cette fin de mission, donc presque 4 mois de mission en pleine mer, où du coup, là, il était vraiment temps qu'on rentre parce que là, tu sentais vraiment que c'était l'équipage qui arrivait à bout de force, quoi. Voilà, et on arrive jusqu'en 2022 où je suis toujours dans ma phase de virage à réfléchir qu'est-ce que je veux faire de ma vie. J'ai 22 ans, donc je me dis... Et t'as passé 6-7 ans à l'armée, quoi. Ouais, c'est ça fait 6 ans que je suis dans l'armée. Et du coup, je me dis, je suis encore jeune, que voilà, j'ai fait 6 ans d'armée. Tu te voyais pas rester?
Pas dans du tout. l'armée. Dès, Non, pour dès- toi, c'était clair. dès le début. Dès le début, dans tous les cas, je pense Ouais, que... c'est marrant parce que même au bout de la première année après l'école des mousses, tu t'es dit non, je vais pas rester, je vais faire un truc, mais je vais C'est pas ça. rester, quoi. Puis après, je pense que j'ai toujours ce petit côté artistique qui m'a vite rattrapé. Ouais. Donc du coup, après, donc, je fais du coup cette fameuse désertion. Donc je quitte l'armée, je pose mes vacances. J'avais prévenu tout le monde. Du coup, en haute direction, comme j'avais fait une lettre pour partir, ils savaient très bien que je voulais partir. Moi, j'avais toujours prévenu mes gradés et mon commandement, comme quoi si j'avais un retour négatif de l'armée qui voulait pas que je partirais quand même parce que je suis à un point de non-retour dans ma tête, que c'est marche ou crève entre guillemets dans ma tête, quoi. Et donc du coup, je pose toutes mes vacances que j'avais à poser. Je décide de ne pas revenir. Je suis donc convoqué à la gendarmerie. Je leur explique la situation. Les gendarmes, du coup, me disent que en fait, je ne rentre pas dans les cases de la désertion, parce que surtout que la désertion, c'est surtout en temps de guerre. On n'est pas en temps de guerre. Bah oui, voilà. La désertion, c'est quand on part et qu'on prévient personne. Moi, j'ai prévenu tout le monde. Eh oui. Donc, du coup, au niveau de la loi, je rentre pas en fait dans les cases de la désertion. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à m'en sortir et que j'ai été, du coup, officiellement plus militaire depuis juillet, du coup, 2023. Es-tu enfin libéré du harcèlement maintenant? Je suis enfin libéré du harcèlement. Comment on se sent? On se sent bien. En fait, Mais l'armée aussi t'a construit quand même. oui, et c'est pour ça que je pense qu'il était aussi temps que je parte de ce côté-là, parce que je voulais pas quitter l'armée avec des regrets. Ouais. Je voulais vraiment garder le positif dans cette histoire. C'est vrai que l'armée m'a appris pas mal de choses, énormément de choses. Mais l'armée, elle a aussi fait ce que tu es maintenant. Elle t'a endurci, Exactement. elle t'a, entre guillemets, elle t'a mis au sport, elle t'a fait voyager, elle t'a fait connaître du monde, elle t'a fait t'affirmer. Elle a fait tout ça, l'armée. Exactement. Après, c'est vrai que je me dis, si je n'avais pas fait l'armée, qu'est-ce que je serais devenu? Donc c'est vrai que c'est pour ça. Non, mais ça, c'est de la fiction après. Non, mais c'est vrai que je ne regrette pas du coup mes 7 années dans l'armée, la façon dont ça s'est terminé un peu plus, parce que malheureusement, voilà, ça se fait comme ça. Mais ne dit-on pas que les histoires d'amour finissent mal en général? Ah, c'est ça. Donc non, j'en veux absolument pas l'armée. Au contraire, ça forge le caractère. Ouais. On voit de belles choses. Et on fait de belles rencontres. Voilà. Enfin, franchement, pour ceux qui ne savent pas quoi faire de leur vie et qui sont encore jeunes, franchement, foncez. Et qui aiment voyager. Choisissez C'est la ça. marine. C'est ça. Engagez-vous, qui disait. C'est ça. Donc franchement, non, je ne regrette pas du tout. Mais c'est vrai que je suis beaucoup mieux maintenant. Beaucoup mieux maintenant. C'est vrai que je pense que c'est derrière moi. Je n'ai pas encore tourné la page parce que je compte la tourner avec, C'est encore récent. avec un projet qui arrive, On va y revenir. qui me permettra du coup de j'espère, tourner la page. Donc c'est vrai, donc voilà, donc on arrive en février 2023 où du coup je quitte l'armée, je commence un nouveau boulot. J'arrive dans la vie civile, un peu perdu. Ouais. C'est étrange, hein. Il y a des vrais gens, vous n'avez pas d'uniforme. C'est ça. C'est vrai qu'après, du coup, On se salue pas, voilà, on se Ouais, serre ça, vraiment la main pour le coup, là. tout le monde se tutoie. Enfin, c'est vrai que c'est Bizarre, hein. C'est étrange. ça fait. Je dirais pas que ça fait bizarre, parce que je l'ai pas vécu comme bizarre. Au final, je l'ai vécu un peu comme la normalité. Et Ouais. j'ai fait un peu comme un blackout de ce qui s'est passé en fait dans l'armée. Hum. C'est vrai que pendant mes quelques premiers mois dans la vie civile, je n'ai plus du tout pensé à l'armée. Parce que je pense que d'une part, en moi, je voulais oublier ce qui s'était passé quelques mois auparavant, dans la dépression dans laquelle j'étais, tout ce que j'avais vécu à cause de cette C'est fameuse marrant, t'as personne. dit le mot dépression. À des moments, t'as senti que tu pouvais tomber dans la dépression. Je pense que je suis tombé dans la dépression. Je suis tombé dans la dépression et jusqu'à un moment donné où voilà, j'ai été voir un médecin et je ne m'alimentais plus, je ne buvais plus. Ouais. Et le médecin m'a dit en fait, si vous continuez dans 2 jours, vous êtes sous perfusion. Et je pense que c'est ces mots-là que le médecin m'a dit. Médecin militaire? Non, médecin civil. Médecin civil. Oh non, parce que les médecins militaires sont pas forcément les meilleurs médecins. C'est un autre point de vue. Ça, c'est encore autre chose. Et donc du coup, voilà, je pense que les mots de ce fameux médecin m'ont permis de me réveiller. Et ouais, c'est cette phase-là où voilà, donc j'ai réussi à me remettre sur pied entre guillemets. Et je pense toute cette vitamine que j'ai pris pour me remettre sur pied qui m'ont donné la force de partir. Et voilà, fallait quand même le faire. Fallait quand même avoir en conscience qu'on risquait quand même de la prison et une certaine forte amende derrière. Sans que je sache qu'au final j'étais
entre guillemets dans mes droits. Mais oui, t'étais pas du tout dans l'illégalité. C'est ça. T'as des projets? Du coup, actuellement, je suis sur le projet de créer... On est en création, du coup, là, on est en pleine période de casting, de création de la plus grosse comédie musicale de France. Je dis de France, parce qu'une comédie C'est très musicale... ambitieux. C'est très ambitieux, parce qu'une comédie musicale, ça se passe dans les congrès, dans les palais, enfin, en intérieur. Ouais. En extérieur, il y en a très peu. Il n'y en a pas du tout de l'ampleur dans laquelle nous sommes en train de créer. Il y a des scénophéeries ou des choses comme ça, je pense au Puy du Fou, ou des choses comme ça. C'est ça, mais après, c'est pas des comédies musicales. Non. C'est des fresques historiques. C'est ça. Moi, je pars vraiment sur une comédie musicale qui, comme par hasard, le thème est basé du coup sur le harcèlement. Bon, comme c'est étrange. C'est un exutoire pour toi, l'envie de transmettre ça via une comédie musicale. C'est un moment qui peut être plutôt festif, parfois très triste aussi, malheureusement. Mais t'as envie de mettre en scène ça t'as besoin de le mettre en scène pour l'évacuer. Oui, je pense que c'est ce qui va me permettre de tourner la page. Ouais. Je pense que dans ma tête, c'est vraiment en fait le truc qui me dit que en faisant ce projet, ça va pouvoir en aider certains, parce qu'on va vraiment partir sur un témoignage, surtout que depuis que j'ai été élu modèle élégance entre Val-de-Loire pour représenter du coup la région au concours national en mars prochain, ça m'a aussi apporté une force dans le sens où voilà, je veux vraiment encore plus défendre cette cause. Et c'est la cause que tu as décidé, en tant que modèle élégance, de porter, justement. Exactement. C'est parce que, d'une part... tu l'as vécu. Je l'ai vécu, ça me tient à cœur, et surtout maintenant, par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit dans les journaux, dans les médias, c'est... Non, stop. Ceux qui se suicident à cause de ça, les parents... Ils sont malheureusement beaucoup trop nombreux. C'est ça. Donc c'est vrai que, grâce à une association, donc dans le 41 contre le harcèlement, qui va nous permettre de s'unir pour réaliser ce projet et de créer du coup vraiment 2 heures de spectacle sur un décor à 180 degrés où on va mettre en scène une ville, donc avec son église et son château, avec de la pyrotechnie, des effets spéciaux. Donc on va vraiment essayer de créer quelque chose, un nouveau concept qui n'existe pas, tout en défendant cette cause. Et ce sera le scénario du coup est plutôt assez choquant, dans le sens où on va essayer d'interpeller le maximum de personnes, que ce soit des jeunes comme des anciens, que ça parle à tout le monde, parce que c'est vraiment un projet qui doit faire parler. Ouais. Le harcèlement, on en voit tous les jours maintenant dans les médias, des témoignages, des documentaires, on en voit beaucoup, mais ça devient malheureusement une routine sur nos réseaux sociaux. Ouais, c'est parce qu'on en voit trop qu'on y fait peut-être moins. Du coup, attention, on se dit, ah oui, encore un jeune harcelé. Oui, exactement. Et en fait, on banalise ce harcèlement. Exactement, on va banaliser ce harcèlement, on va rentrer dans une routine, dans une habitude de voir ça sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors qu'en fait, on devrait encore s'en émouvoir, et de plus en plus. C'est ça. Et vraiment, en fait, cette comédie musicale, c'est vraiment de casser les codes, de casser les codes et d'interpeller le plus de personnes possible. Une très belle comédie musicale dont le titre est évocateur. Vivre. Vivre. C'est beau ça, vivre. C'est ça. Est-ce que tu vis maintenant, actuellement, Antoine? Je pense que je revis. Tu revis? Je revis. Tu connais le principe du podcast, c'est le mot de la fin, et c'est à toi. Eh ben, je pense que le mot de la fin va à ce petit Antoine qui est tout petit, qui a des rêves et qui est très ambitieux, à qui je dirais bats-toi, car la vie mérite d'être vécue, et que va jusqu'au bout de tes rêves et ne laisse personne ne se mettre en travers de ton chemin. Est-ce qu'on a le droit d'envoyer plein de bisous au petit Antoine et au grand Antoine? On peut. Merci Antoine. Merci Nicolas. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je remercie évidemment Antoine pour sa confiance, bien sûr, et sa venue dans le podcast. Je vous rappelle que vous pouvez toujours lui poser vos questions si cela vous intéresse via notre compte Instagram. On transfère les questions directement. Et puis bien sûr, n'hésitez pas, encore une fois, et c'est très important pour nous, si vous aimez ces garçons-là, eh bien, à noter et à laisser des petits commentaires sur le podcast, des petites étoiles, c'est très
très important, ça fait progresser le podcast, bien sûr, ça nous aide énormément et c'est ça qui met en avant le podcast, que vous écoutiez ces garçons-là avec Apple Podcast, avec Deezer, avec Spotify. Eh bien, vos notes et vos commentaires sont extrêmement cruciales et précieuses pour nous. Merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine.